Bonjour les amis, bienvenue de nouveau sur la chaîne La Matière. Je suis ravi de vous retrouver dans ce format auquel vous êtes généralement habitués. J'en profite pour cette vidéo de faire de nouveau une introduction. Pour toutes les personnes qui, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif, mais qui prennent le train en marche, c'est mon entourage qui m'a invité à refaire une espèce d'introspective, de rétrospective plutôt, sur ce qui a été proposé jusqu'à présent. Et toujours pareil, je ne suis pas à l'aise devant la caméra. C'est pour ça que les cours d'ésotérisme, les cours d'alchimie et bientôt les cours de Kabbale, ça me fait plaisir de les faire à huis clos, hors caméra, hors champ, parce que je suis toujours pas très à l'aise. Là pour l'instant je parle à mon téléphone. Heureusement qu'il y a mon gamin qui est toujours là, Adam, pour faire le montage. Le pauvre, il doit avoir beaucoup de travail parce que je reviens souvent sur ce que je dis. Donc bienvenue à toutes et à toutes qui découvrez cette chaîne, La Matière. Donc La Matière. De prime abord, si l'on entend la matière, on pense tout de suite aux matériaux, à tous les objets qui sont constitués de matière. Mais il existe une langue subtile, un langage subtil qui s'appelle la langue des oiseaux. Et la langue des oiseaux, un oiseau vole. Donc c'est une langue qui est volatile. Si l'on écoute la matière, on peut entendre donc la matière, mais aussi l'âme attire. L'âme attire. Alors attention, cela ne se base sur aucun fondement scientifique. Il n'y a aucune tentative là-dedans de vouloir prouver de façon intellectuelle et logique, à travers ce sophisme, que voilà, il y a un sens. Non. Ce sens-là ne s'adresse pas à l'intellect, il s'adresse au cœur, à la voie spirituelle. J'ai appelé cette chaîne La Matière pour plusieurs raisons. Parce que je trouve qu'elle définit de façon très réductrice, mais de façon quand même exhaustive, la tentative d'expliquer. Je choisis toujours mes mots parce que je ne veux pas paraître à la fois présomptueux ou passer pour quelqu'un que je ne suis pas. J'essaie à travers ces vidéos d'expliquer notre place dans l'univers à travers une forme de thérapie. La matière. Si l'on le décompose dans la langue des oiseaux, nous entendons donc l'âme un tiers. Un tiers de quoi? Si on se réfère à un tiers, il devrait y avoir deux autres tiers. Les deux autres tiers sont le corps et l'esprit. Le corps a un tiers, l'esprit a un tiers, la matière. Ces vidéos ont pour vocation, in fine, d'être à but thérapeutique. Ce ne sera pas une énième discipline, mouvement, ces toutes nouvelles méthodes qui font surface. Il est constatable que, en tout cas en Occident, on recherche une nouvelle forme de thérapie. J'entends par là un sens global, à la fois physique, mental et spirituel. J'ai fait cette chaîne La Matière parce que j'ai voulu aussi rendre hommage à mon mentor, qui est monsieur Patrick Burin-Sténas, qui est notoirement un alchimiste. Donc je suis moi-même alchimiste opératif, philosophe de la nature. L'hermétisme est la philosophie qui émerge du fond des âges. Elle est inhérente à la conception même de l'univers. À travers cette philosophie, on peut comprendre que toutes les disciplines modernes, j'entends par là les sciences, les mouvements de pensée, les idéologies, les religions, découlent d'un mouvement fondamental. Mais on peut comprendre qu'il y a des mouvements qui sont créés par devoir et d'autres par droit. Ceux qui sont attribués, désignés tels des devoirs, on ne peut s'y soustraire. On ne peut s'y soustraire parce que essayez d'arrêter la pousse de vos cheveux. C'est impossible. Ce n'est qu'un exemple parmi lesquels nous comprenons qu'il y a une multitude de lois
qui nous gouvernent et auxquels nous sommes soumis. D'un autre côté, il y a les droits. Et les droits sont établis par les hommes à travers le temps et l'espace. C'est-à-dire, suivant l'endroit où on se trouve, les lois ne seront pas forcément les mêmes. Selon même les principes même de leurs États, que ce soit une monarchie ou une démocratie. Ça diffère dans le temps et dans l'espace. Si nous ne pouvons agir sur les devoirs, nous pouvons agir sur les droits. Puisque le premier découle d'un système qui, de prime abord, nous ne pouvons pas s'y soustraire. Tandis qu'il relève de la création humaine, qui ne sont qu'une copie des devoirs, finalement. Nous savons que nous pouvons interagir sur ceci. Et à travers cette interaction, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit subir, soit agir. Si l'on attend que les choses se déroulent, que les choses se passent, nous sommes dans la soumission. Subir. Dès lors que nous mettons un pied hors du lit le matin, nous agissons. Parce que nous avions le choix entre rester au lit ou ne pas rester au lit. Si nous sommes dans l'action, nous agissons, forcément. Et si nous pouvons agir sur des choses, somme toute, très simples, comme se lever le matin, se brosser les dents, prendre sa douche, etc., se rendre au travail, c'est un mélange des deux. Nous agissons et nous subissons. Mais l'idée première, c'est de savoir quelle interaction nous pouvons avoir au quotidien. Parce que c'est très simple. Si l'on se sent bien, c'est que nous avons atteint le juste équilibre entre agir et subir. Mais si l'on ne se sent pas bien, que ce soit physiquement, mentalement, c'est que nous n'avons pas trouvé l'équilibre entre agir et subir. C'est très simple en soi. Il va falloir changer de polarité, ce qui fait partie d'un des 7 principes hermétiques. Pourquoi je parle de l'hermétisme à but thérapeutique? Parce que la compréhension de certains concepts amène à une paix de l'esprit, une paix de l'âme. Et si on l'applique au quotidien, ça devient une habitude. Et cette habitude aidant, nous devenons. Parce que pour être, il faut faire. L'idée que nous nous projetons de ce que nous voulons faire, à savoir notre idéal de nous-mêmes, l'idéal de soi, c'est une conception assez simple. Il suffit d'avoir une idée fantasmagorique de ce que nous pourrions être. Mais combien de personnes arrivent à être ce qu'elles désirent être? Il y a une fracture entre l'être et le devenir, à travers les âges et à travers l'espace. Tous les mouvements de pensée, les philosophies, les religions ont tenté d'apporter une façon de faire, une vision des choses, qu'elles soient justement en action ou en soumission. Mais il faut comprendre que ce sont des égrégores. Un égrégore est l'influence invisible, je dirais pour l'instant, sur un effet de groupe. Donc la famille est un égrégore, le travail est un égrégore, le fait de se retrouver entre amis est un égrégore. C'est-à-dire ce sont les influences que vont avoir les uns envers les autres, les interactions sociales qui font qu'elles sont différentes de vous à l'état seul. Les égrégores sont tout simplement les influences extérieures. Comment pouvoir interagir, comment pouvoir se sentir exister à travers ces égrégores si l'on n'a pas atteint une connaissance de soi-même? Alors attention, parce que il n'y a pas un âge défini auquel nous pouvons nous dire « ça y est, j'ai atteint le stade que je voulais ». Le sage cesse de l'être dès qu'il prétend l'être. La fonction de tout ceci, c'est de savoir quelle est la voie. Donc je me permets de me présenter. Je m'appelle Michael, je suis alchimiste et thérapeute hermétique. À travers ces vidéos, j'essaie de présenter une façon modeste, cohérente et tangible, une façon de concevoir les événements à travers une méthode ancestrale.
L'hermétisme est synonyme d'alchimie. Le premier représente la philosophie. Le deuxième, je vulgarise, hein, mais le deuxième, c'est l'aspect opératif, l'aspect pratique. Hermétisme, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est secret, c'est-à-dire enfermé et à l'abri surtout des éléments, de l'air, de l'eau. Ça peut être aussi un secret qui est bien conservé. On peut être hermétique à certaines influences. Mais tout ceci, tous ces mots, toutes ces définitions et ces usages dans la langue ont trait à une origine. Et cette origine vient du nom Hermès. Hermès Trismégiste. Le Trismégiste voulait dire le triple en sagesse, le 3 fois grand. C'est un personnage iconique qui remonte au fond des âges, auquel on attribue plusieurs noms. Les Égyptiens l'appelaient Thoth. Les Grecs l'appelaient Hermès, qui était le messager, le dieu messager. Cette origine remonte de ce que l'on sait d'après certains anciens textes hermétiques des Atlantes. Donc je sais que c'est fabuleux. La conception d'une telle civilisation peut être de l'ordre mythique. Mythique qui est au-delà de la légende, au-delà donc de l'histoire. C'est tellement perdu dans le fond des âges que l'on ne sait si c'est véridique. Vous savez, la vérité n'existe pas vraiment. Ce ne sont que des demi-vérités. J'entends par là la vérité historique. Dès lors que nous ne sommes pas témoins personnellement d'un événement, nous allons le subir, cet événement, puisque nous allons avoir une interaction extérieure. Et cette interaction extérieure va être acceptée selon chacun, selon les inclinations de chacun. C'est une influence. Comprenez par là que l'hermétisme, étant donné que, intrinsèquement, vous êtes hermétique, j'essaie de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'essaie d'aller depuis le début, et essayer de rendre le tout de façon intelligible, et surtout acceptable pour l'intellect. Si l'hermétisme est originaire, qu'est-ce que l'origine? L'origine, c'est Dieu, le Créateur. Alors ça relève de la foi. Ça ne relève pas de la science patentée, la science moderne. Puisque la science s'intéresse aux conséquences. La science va interagir sur des événements qui sont. Et si l'on parle de découverte en science, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Parce que ce n'est pas parce que tel scientifique va découvrir telle formule, telle équation qui va permettre de faciliter les prochaines opérations à venir. Attention, il a un super cerveau. Mais s'il l'a découvert, c'est que c'était déjà existant. Et si c'est intelligent, le fait de l'avoir découvert, il est encore plus intelligent le fait de l'avoir créé. Tout ordre nécessite un ordinateur. Si je vous dis que vos vêtements sont apparus le soir, les fibres, que ce soit du polyester, du coton, peu importe, que les fibres sont venues s'entremêler et se tisser le soir même à votre insu, et que le matin vous auriez vos vêtements, vous me prendriez pour un fou. Et vous auriez raison. Parce que ce que je viens de décrire n'est pas de l'ordre de la création. Nous savons pertinemment qu'il y a des designers derrière ces vêtements, des personnes à la manufacture, des personnes à la vente. Donc nous comprenons intrinsèquement que c'est quelque chose qui a été créé. Ce que nous sommes capables de faire, il faut comprendre que c'est parce que quelque chose de supérieur a été capable de nous le présenter pour que nous puissions le faire, d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas en train de parler de foi, parce que la foi est une idée fantasmagorique de ce que l'on souhaite, de ce à quoi on aspire. Il faut une forme de foi pour pouvoir avancer dans ce que nous voulons faire. C'est inhérent à l'être humain.
je parle de foi au sens global, au sens général, littéral. C'est-à-dire ce moteur, finalement, qui nous dirige vers telle ou telle façon de penser, telle ou telle façon de voir les choses, telle ou telle façon de prier. La foi ne relève pas exclusivement de la religion. On peut avoir une foi scientifique. J'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. J'essaie de faire à chaque fois un petit résumé de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé. Le savoir est voir ça. Le savoir est ce que l'on acquiert à travers nos démarches, nos lectures et aussi ce que l'on subit. C'est-à-dire que cela soit des informations à travers un média ou un livre, une quelconque forme d'instruction à l'école, c'est quelque chose que l'on subit. Mais nos capacités intellectuelles permettent, peu ou prou, de pouvoir intellectualiser tout ça, de les synthétiser et ensuite de faire ce que l'homme est en mesure de pouvoir faire, à savoir être un être avec un esprit. Cet animal qui a un esprit plus haut que les animaux, puisqu'il est capable de synthétiser les informations qu'il reçoit. À la différence du singe, qui pourrait se réchauffer devant un feu, l'homme saura que pour alimenter le feu, il faudra mettre une bûche dedans. Et c'est ce qui est une différence fondamentale entre l'homme et l'animal. L'homme a son esprit que l'animal n'a pas. Les animaux ont un degré d'esprit, mais pas aussi développé que celui de l'être humain. Si vous regardez bien, ce principe d'évolution, parce que les consensus sont pour l'évolution, bien que ce ne soit que des hypothèses, des théories, qui sont validées par justement cette cohorte de scientifiques, parce que ça arrange pas mal de choses, même si ce n'est pas prouvable, ça apporte une certaine logique. Et ce n'est pas faux. Donc, au début, c'est quoi? Et c'est là où on rentre vraiment dans l'hermétisme. Forcément, au début, il y a un 1. Il ne peut pas y avoir un 0. Parce que de rien, on ne fait rien. Donc, il faut forcément qu'il y ait un 1. Ce 1, c'est forcément fractionné. Mais ce 1 doit demeurer pour former le 2. C'est un peu comme la suite de Fibonacci. Nous avons 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Le chiffre suivant est l'addition du nombre précédent. C'est pour ça que nous avons 2 1 au début. La suite de Fibonacci, vous pourrez faire vos recherches, c'est ce qui amène au coefficient d'or, le nombre d'or 1,618. Je pourrais en faire une vidéo complète là-dessus. Le fait est que il faut qu'il y ait un 1 pour pouvoir amener les choses telles que nous les connaissons aujourd'hui. Nous vivons dans un univers. Et si nous entendons bien, nous sommes unis vers ce 1. Ça, c'est la langue des oiseaux. Le 1, quel qu'il soit, cet ordinateur, pour l'instant c'est supposé, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Pour l'instant c'est supposé parce que ça leur fait partie du savoir. Je ne parle pas de foi, on l'a ou on l'a pas. Je parle du savoir. Nous savons qu'il existe certains mouvements de pensée. Ça ne veut pas dire que nous y adhérons, mais nous savons que ça existe. Donc pour l'instant nous sommes dans le domaine du savoir. On sait qu'il y a des façons de penser, des personnes qui croient en une divinité supérieure, des personnes qui n'y croient pas. Il faut tout pour faire un monde. Mais nous sommes dans le savoir. Si nous restons pour l'instant dans le savoir, une chose est sûre, c'est que pour faire les choses, il faut un ordre. Un guépard mourra de faim s'il ne va pas chasser. Donc il va devoir être dans l'action. C'est aussi simple que ça. L'origine de la matière, qui a été créée par le Big Bang, c'est un consensus. Peu importe le nom qu'on lui donne. Le Big Bang était une unité. C'était une singularité qui contenait, a priori, tout l'univers. Mais s'il contenait tout l'univers,
quelle devait être la densité de ce point? Elle devait être infinie, puisque tout l'univers était contenu dedans. Mais l'univers, la matière telle que nous la connaissons, donc la matière, n'est pas du dur tel qu'on peut le constater. C'est une énergie. J'en ai déjà parlé dans les anciennes vidéos, je vous invite à y retourner, parce que j'en parle de façon beaucoup plus exhaustive. Mais c'est une énergie donc primordiale qui s'est fractionnée, tout simplement. Elle s'est fractionnée pour ensuite donner des matériaux qui, avec l'évolution, se sont perfectionnés, ayant donné naissance aux galaxies, aux systèmes, à toutes les étoiles que l'on peut voir et que l'on ne peut pas voir. L'homme est un microcosme. C'est une réponse, une infinitésimale réponse à la perfection, au perfectionnement qu'a recherché la nature à travers la création de l'univers. Mais, vous savez, on appelle aussi l'univers le cosmos. Et en grec, cosmos veut dire ordre, à l'inverse de chaos, qui veut dire désordre. Vous connaissez beaucoup de matériel explosif qui crée l'ordre. Bon. La nature avait une idée derrière la tête. Celle d'arriver à une certaine perfection, puisque nous sommes là pour en témoigner. Donc c'est forcément une fatalité, forcément une causalité. Donc le résultat d'une volonté, quelle qu'elle soit. On ne peut pas attribuer ça au hasard, puisque le hasard n'existe pas. Le hasard est une interprétation de ce que l'on ne peut comprendre. On est obligé de mettre des mots sur quelque chose. On peut concevoir mentalement, enfin en tout cas, on peut se dire qu'il existe une ligne infinie, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Mais se la représenter, c'est impossible. On peut comprendre la différence qu'il y a entre le relatif et l'absolu. L'absolu, on ne peut pas le concevoir. Mais le relatif, bien entendu, puisque chacun a un point de vue différent. Donc nous sommes dans la relativité. À partir du moment où nous sommes dans la relativité, nous comprenons que nous sommes dans la subjectivité. Donc nous ne pouvons pas être objectifs à 100%. C'est pour ça que tout ne sera que des demi-vérités. Des demi-vérités par rapport aux interprétations que l'on va avoir. Je ne peux pas vous convaincre que le bleu est plus beau que le rouge. Mais selon moi, le bleu est plus joli. Ça sera ma vérité, finalement. Ma façon de voir les choses. Attention, j'ai donné un exemple infantile. Mais vous voyez où je veux en venir. Cette volonté qui a créé l'univers a fait mijoter toute cette matière pour justement arriver à un résultat qui est la façon d'interpréter l'univers. Et la façon d'interpréter l'univers ne peut être interprétée que par l'homme qui pense à l'univers. L'univers se réfléchit lui-même. L'univers pense à lui-même. Si nous pouvons penser, c'est qu'il y a forcément une façon plus subtile et plus perfectionnée, infiniment plus perfectionnée qui peut penser. Hermès, au temps de cette ancienne civilisation, les Atlantes. Alors, j'avais fait une vidéo l'année dernière sur... c'était un aparté, d'ailleurs vous pourrez le retrouver avec ce mot-clé, où j'avais parlé des origines de l'hermétisme. Je ne veux pas revenir dessus, sinon il me faudrait 45 minutes minimum. Donc je vous invite à y replonger. Voilà. Donc Hermès était un contemporain aussi de Abraham, aux grandes dames de toutes les personnes qui pourraient penser le contraire. Vous savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est pour ça que je dis qu'il y a subir et agir. On peut soi-même aller faire des recherches. Et c'est ce que je vous invite à faire. Si vous en avez la capacité, la possibilité, d'autant qu'aujourd'hui, l'Internet nous permet d'avoir recours à une pléthore d'informations. Mais le contre-coup de ceci, selon le principe de rythme, c'est la somme aussi de canulars, de fausses vérités. C'est une oxymore, excusez-moi, mais la façon
dont vous allez faire vos recherches, il ne faut pas qu'elle soit subjective. J'entends par là qu'il faut comprendre la thèse et l'antithèse et en faire une synthèse. L'inclination par rapport à nos opinions nous cache, nous obstrue volontairement d'autres façons de voir les choses. Je ne parle pas de laxisme, mais plutôt de tolérance. Dès lors que nous avons une idée bien reçue, qui rentre dans le schéma, le concept que nous avons acquis, reçu, par hérédité, par habitude, c'est quelque chose qui nous rassure. Même un lion s'habitue à sa cage. Cela va nous convenir, mais il va falloir déplacer la matière pour faire quelque chose d'autre, pour entrevoir les choses de façon différente. Je ne dis pas par là que, tiens, du jour au lendemain, on se réveille, on se dit, tu sais quoi, je vais penser complètement différemment aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Je parle d'ouverture d'esprit, je parle de thérapie. Pour pouvoir se sentir bien, il faut apprendre. Alors, oui, c'est... dit comme ça a l'air... ah, bah, super, il a trouvé la solution. Non. Je vous ai dit tout à l'heure, pour être, il faut faire. Devenir est le futur du verbe être. Quelqu'un qui fait du sport, qui se met au sport, qui n'a jamais fait de sport, ou très peu, voilà, qui se met au sport, a un idéal de lui-même. Il ou elle s'imagine avec le corps de ses rêves. Quelle va être la différence entre le moment où il ou elle décide de faire du sport? Je vais dire elle, la personne, d'accord? La personne décide de faire du sport et le stade où elle va avoir le physique qu'elle souhaite. Ce qu'il se passe entre, c'est le fait de faire. Si nous ne faisons pas, nous ne devenons pas. Alors, il faut déplacer la matière. C'est ce qu'on appelle en alchimie l'œuvre au noir. Et on va littéralement broyer du noir parce que passer de 0 à 1, c'est chaud. Un effort de volonté. Donc nous agissons et nous comprenons par là que l'action demande beaucoup d'efforts. Demande beaucoup d'efforts parce que l'âme est oisive, paresseuse. Elle veut qu'on la laisse tranquille. Mais l'esprit, lui, peut être plus fort. C'est l'esprit qui va par induction instruire l'âme de la façon de faire ou de ne pas faire. Et on va agir par habitude. Les habitudes sont le siège de l'âme. Tandis que les actions sont le siège de l'esprit. Ce que vous faites dans l'immédiat relève de l'esprit. Ça relève du conscient. Tandis que ce qui relève de l'âme est de l'inconscient. Si vous vous tenez comme ceci, la jambe croisée, en écoutant votre interlocuteur, le fait de l'écouter va relever du conscient, va relever de l'esprit. Mais le fait d'avoir croisé vos jambes, ou d'avoir relevé votre jambe, va relever de l'inconscient, parce que c'est une habitude. C'est pour ça que les bébés ont beaucoup de mal à marcher au début, parce qu'ils n'ont pas de subconscient, ils n'ont pas de disque dur. Il va falloir que la mémoire vive imprime au fur et à mesure des mouvements qui vont devenir mécaniques, habituels. Tout comme un artiste martial qui va pratiquer son art. Entre la ceinture blanche et la ceinture noire, il y a un monde. Ils font la même discipline, mais il y a un degré de maîtrise différent parce que, au fur et à mesure, l'artiste va imprimer les mouvements dans son âme, dans ses habitudes. Et le fait de se sentir bien ou le fait de se sentir mal relève des habitudes, relève de ce que nous avons imprimé au fur et à mesure dans notre âme. Et la façon de le faire, puisque l'esprit va synthétiser, analyser tout ce qui se passe autour de lui. Sa façon de procéder va être telle une IA, un ordinateur à apprendre. Et toutes les informations qu'il va recevoir, il va les imprimer, les absorber, les digérer pour les loger dans le siège du subconscient. Inconscient, c'est la même chose. On peut comprendre que lorsque nous regardons un individu, nous voyons un corps. Et nous savons que chaque individu a un esprit, puisque c'est celui qui interagit avec les actions directes et immédiates. Et nous comprenons qu'il y a une âme. Pour l'instant, je parle d'âme, mais c'est très général.
D'accord? Un disque dur sur lequel il va imprimer toutes les habitudes. Donc nous avons les trois principes. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. D'un point de vue psychologique, le corps, bon, nous savons ce que c'est, mais l'esprit et l'âme pourraient être attribués respectivement au conscient et au subconscient. Ce sont des mots. Ce ne sont que des mots que nous attribuons à un concept que nous essayons de comprendre et d'interpréter. Toujours de façon logique. L'être humain aime la logique, parce que la logique est rassurante. La logique fait appel aux normes, à la normalité. Et dès lors que nous atteignons quelque chose qui est très intelligible pour, justement, l'esprit, ça sera facilement acceptable. L'hermétisme enseigne que tout vient de un. Tout vient du tout. Le tout est le nom que l'on a attribué à l'esprit créateur. Il va falloir d'une façon ou d'une autre, pour comprendre l'hermétisme et pour comprendre la vie, pour comprendre... Attention, quand j'ai dit comprendre la vie, je n'ai pas la prétention de comprendre la vie. Je dis juste que pour comprendre les mécanismes universels, les mécanismes de la nature, il va falloir trouver un moyen pour comprendre que l'univers a été créé. Les religions sont l'interprétation humaine du divin. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ou ne pas, ou il ne faut pas croire et adhérer à une religion. Cela regarde chacun. Le monde est tellement vaste. Tout le monde est tellement différent. Et en même temps semblable. Chacun s'épanouit de la façon dont il l'entend. D'accord? Mais je vais essayer de remettre les pendules à l'heure. La religion est une interprétation humaine du divin. Il y a eu à travers les âges des personnes forcément historiques qui ont marqué les esprits à leur époque, à tel point que cela a mérité des écrits derrière. Et d'autres personnes qui ont connu une gloire, au point d'en être mentionnées encore aujourd'hui. Je pense notamment aux prophètes. Les prophètes étaient des personnes qui avaient compris la nature, qui avaient compris l'inhérence d'un créateur. Et dès lors que l'interprétation sera humaine, malgré des écrits, parce que l'écrit reste, l'oral part, bien que la tradition alchimique, hermétique, soit à la fois écrite et orale. Donc c'est tout à fait légitime et normal que ces mouvements perdurent de près ou de loin. Mais ce ne sont que des mouvements. Ce n'est pas la vérité. Ce ne sont que des demi-vérités qui amènent forcément à une vérité. Mais ce n'est que l'interprétation humaine. C'est une façon d'agir et de subir. Nous agissons parce que c'est une forme de foi à laquelle on aspire et l'on s'y sent bien, ça nous parle, parce que ça parle au cœur. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la vérité avec un grand V. Il existe une vérité. Cette vérité est qu'il y a une origine. Et que cette origine, par fractionnement, a donné ce qu'il existe aujourd'hui. Et ça, nul concept ne pourra le contredire. Partons de ce postulat, nous comprenons que c'est scientifique. Et la science n'est pas forcément ce que la science moderne interprète. Puisque la science moderne, étant agnostique, athée, la science-là ne s'intéresse qu'au corps de l'univers, ni à l'esprit, ni à l'âme, puisque elle part du postulat que cela n'existe même pas. C'est-à-dire qu'elle va forcément faire, je ne vais pas dire fausse route, mais elle va tourner en rond. C'est comme si nous étions nés dans un bol et que nous tournions dans ce bol. Et les scientifiques tentent de comprendre en fait la circonférence, la profondeur. Et ils arrivent à certains résultats, mais tout en ignorant qu'il y a un monde en dehors du bol. Et ce monde est invisible à leurs yeux. Vous savez, si j'essayais de vous demander une preuve d'amour, tout à chacun, si
vous avez forcément dans votre entourage une personne que vous aimez. Si je vous demandais de m'apporter la preuve de l'amour que vous avez vis-à-vis de cette personne, vous ne seriez pas à même de pouvoir l'amener. Quand bien même vous lui faites des câlins, des bisous. Ça se trouve, par derrière, vous lui foutez sur la gueule. Ce n'est pas une preuve, c'est une demi-preuve. Mais vous, dans votre cœur, vous savez que c'est la vérité. Et c'est même la plus pure vérité. Si vous regardez bien, la vérité ne se prouve pas, puisqu'elle fait appel à un autre canal de compréhension. C'est celui du cœur, cardiaque. Alors je ne parle pas de l'organe, parce que si on devait déblatérer de façon scientifique, on comprendrait bien entendu que l'organe du cœur est la pompe qui fait circuler le sang à travers l'organisme. Mais je parle d'un point de vue spirituel. Lorsque nous éprouvons une émotion, c'est au niveau de la poitrine que nous le ressentons. Ce n'est pas dans le cerveau. Le cerveau est le canal, celui qui va synthétiser l'information. C'est la voie mentale, c'est l'esprit. Le cœur est l'âme, c'est la voie cardiaque. Si l'esprit sème, le cœur récolte. À travers la thérapie hermétique, on peut comprendre que dès lors que vous serez dans l'action, il y aura réaction. J'en reviens aux prophètes dont je parlais tout à l'heure. Ces personnes, comme je le disais, avaient compris la nature et l'inhérence d'un tout créateur. Si je reprends l'exemple de Jésus-Christ, la racine étymologique de Christ ne vient pas du tout de croix, mais vient de Christos en grec, qui veut dire le messager. La racine est identique avec cristal, parce que le cristal est un messager. Il laisse passer la lumière. Ça a une consonance alchimique, qu'on le veuille ou pas. Le Christ était la pierre philosophale incarnée, d'un point de vue hermétique. Il y a une allégorie qui est fantastique là-dessus, c'est l'histoire des rois mages. Donc Gaspard, Melchior et Balthazar, qui se sont présentés auprès du Christ, qui avait apporté des cadeaux. Mais c'est une allégorie, puisque en fait en alchimie, nous parlons de l'œuvre noire, de l'œuvre blanc et de l'œuvre rouge. Et respectivement, en tout cas, les rois mages étaient noirs, blancs et rouges. Le Christ, de même, attention, je ne fais pas de prosélytisme, hein, je parle d'un point de vue historique hermétique. Cette personne avait compris la nature des choses et la nature inhérente du Créateur. Il était tellement exceptionnel, à l'instar des autres prophètes, qui, en fait, à travers ses actions, leur façon de faire, ont été inspirantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Puisque des religions en ont découlé. Les religions ont été la discipline, je ne vais pas dire enseignée, mais inspirée de ces personnes exceptionnelles. La religion qui en a découlé sera forcément, et ça il faut le comprendre, une interprétation humaine de ce qu'un être exceptionnel a transmis. Mais cela n'est valable que dans le temps et dans l'espace. Je vous explique. Chaque personnage, chaque prophète a apporté le même message. D'où ont découlé les religions. Et je ferai une parabole avec le permis de conduire. Pardonnez-moi si ce n'est pas un blasphème, mais j'ai beaucoup de respect pour les religions. J'ai beaucoup de respect pour toutes les façons de penser, de toute façon. À partir du moment où on s'y investit véritablement et qu'on est fidèle à soi-même. Et que c'est dans le but d'être bienfaisant. Voilà. Il n'y a rien qui fait du mal. C'est le principe de polarité, la façon dont on interprète les choses. Je disais, la religion, je la compare un peu au permis de conduire. Le permis de conduire est un document qui permet de façon légale de conduire un véhicule. Il y a des personnes qui vont passer le permis et ce seront des pilotes nés. Pour eux, le permis ne sera qu'une formalité. Tandis que pour d'autres personnes, cela sera un véritable chemin de croix. Elles vont le passer 10 fois.
pour au final, je l'espère, l'obtenir. Les deux personnes jouissent du même titre qui leur permet de conduire un véhicule. Ils font partie du même égrégore. Mais l'un était un pilote, l'autre était un danger public. La religion a été conçue pour uniformiser, à l'instar du pilote et du danger public. On pourrait en débattre pendant des heures, mais ce n'est pas le but. L'hermétisme amène à la compréhension de la nature de l'univers. C'est pour cela que aucune religion, aucune philosophie ne fera l'unanimité, parce que cela relève de la relativité. Quand bien même l'idée initiale est l'aspiration vers le divin. Ça, c'est la façon dont les personnes de foi ont de concevoir le monde. Il y a une différence entre la foi, le savoir et la connaissance. La foi relève de cette idée. Le savoir, comme je vous l'ai dit, c'est voir ça. La connaissance, c'est la naissance en soi. C'est-à-dire que c'est l'expérience, la compréhension des événements. Lorsque nous sommes amoureux, nous sommes dans la connaissance. Voilà, pour être simple. Cela ne s'explique pas intellectuellement. Si on devait le faire, on réduirait l'homme à une simple expression physico-électrochimique, ce qui n'est pas le cas. N'oublions pas que le corps, l'âme et l'esprit sont un tout. Ce qui ne va pas dans un va forcément avoir un impact sur l'autre. Et lorsque nous comprenons que l'origine de la vie découle de la matière, c'est-à-dire que la matière au sens brut. La vie a créé la matière. Ce n'est pas la matière qui a créé la vie. La vie a créé la matière à travers, voilà, je vais passer quelques milliards d'années, mais à travers la roche, le minéral, le métal, d'où est issu le végétal. D'où va naître l'animal. C'est cette évolution que nous connaissons. L'esprit qui nous anime est différent de l'animal. Comme si il y avait une volonté derrière pour faire apparaître un être capable de comprendre l'univers et le créateur de l'univers. L'alchimie est la concrétisation, l'interprétation de la nature. C'est la façon de faire, de reproduire ce que la nature fait, mais à une durée beaucoup plus réduite. Les médicaments qui sont prescrits par le médecin sont d'ordre allopathique. Techniquement, ce sont des composés synthétiques qui ont été obtenus par la synthèse de plusieurs principes actifs, notamment issus des plantes ou des minéraux, ou des deux. La science, à travers cette discipline, ne s'intéresse qu'au corps mort de ces plantes, de ces minéraux. Si l'homme a un corps, un esprit et une âme, il en va de même pour les animaux, mais à des degrés différents. L'animal a bien un corps, il a bien une âme, puisqu'il est animé. Il a un esprit, mais de façon moindre, bien moindre par rapport à l'homme. Et le végétal a bien un corps, il a bien un esprit, une âme. L'âme qui est son huile essentielle. En alchimie, on appelle ça le soufre. Et son esprit est son alcool. N'appelle-t-on pas d'ailleurs les spiritueux certains alcools, issus du règne végétal? Et à travers la plante, c'est aussi simple que ça à comprendre. Corps, esprit, âme. Corps, on le voit bien. Si l'on fait brûler une plante, il restera que des cendres. Ces cendres, ce sera l'expression la plus simple de son corps. Et cela va retourner à la terre, à la poussière, de façon à respecter un cycle qui est celui de la nature. Dissolution, germination, naissance, ascension, apogée, déclin, mort, renaissance. Il y a un principe inhérent dans la nature qui est celui de la réincarnation.
du mouvement perpétuel du cycle qui obéit à un principe hermétique qui est le principe de rythme. Les principes hermétiques, c'est, si vous voulez, la gnose, la table d'émeraude de la philosophie hermétique. Ces 7 principes sont régis par le tout et sont représentés dans tout ce qui est dans l'univers. Le premier principe est le principe de mentalisme, qui fait référence à la nature mentale de l'univers, puisque la matière n'existe pas. La matière est une concrétisation d'énergie condensée. Cette énergie vient d'un éther, c'est l'espace, hein, parce que l'espace n'est pas rien. Les astres bercent dans cet espace, ils ne tombent pas d'un côté ou d'un autre, puisque le haut et le bas n'existent pas. Ils bercent dans un espace qui est fluidique, qui est très élastique, ténu, subtil. Cet éther d'où naissent toutes les énergies. Et ces énergies condensées vont former ce que l'on appelle les atomes. C'est pour ça que les scientifiques essayent toujours de descendre de plus en plus bas au niveau de la matière, de façon à pouvoir trouver une brique élémentaire. Mais ils ne la trouveront jamais, puisque, essayez de vous imaginer, je vais essayer d'être le plus simple possible. Si on descend, on s'imagine, au plus bas, c'est-à-dire en dessous des atomes, en dessous des particules atomiques, que ce soit électrons, protons, neutrinos, photons, peu importe, on descend au niveau le plus bas. On arrive aux quarks, et une théorie aujourd'hui, à le vent en poupe, c'est la théorie des supercorps. Justement, on va y arriver, ils vont comprendre. Si l'on arrive à une petite brique, mais si cette brique est de la matière, alors on peut la couper encore en deux. Elle est encore sécable. Ça veut dire que l'on peut encore obtenir 2. Et cette-ci, on pourra encore la couper. Vous comprenez, en fait, on va vers l'infini. C'est cette notion que l'on ne peut appréhender. L'infiniment petit, de même que l'infiniment grand. Mais l'infiniment petit n'a pas de base. Cette base que l'on croit supposer, c'est une énergie. Et l'énergie n'a pas de corps. Ce que l'on touche n'est pas de la matière, c'est de l'énergie condensée qui donne cet aspect de matière, puisqu'elle est ordonnée. Elle est ordonnée à travers des lois fondamentales, universelles, écrites, inscrites, immuables. Et nous subissons ces lois. Pour pouvoir bien vivre, il faut se soumettre à la loi, tout en soumettant les lois, le devoir et les droits. La matière, le corps attire, l'esprit attire. Le minéral, le métal, a en lui aussi une dose de corps, d'âme et d'esprit, mais à 2 degrés encore différents par rapport au végétal, par rapport à l'animal et par rapport à l'être humain. C'est un principe de correspondance. En hermétisme, nous disons ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. À travers l'observation de la nature, on peut comprendre les mécanismes de l'univers, puisque tout opère de la même façon, à des niveaux différents. Nous sommes des esprits finis, nous sommes des individus. Les esprits finis ne peuvent comprendre la nature de l'infini, puisque l'infini relève de l'absolu. Nous sommes des êtres relatifs. Vous savez, c'est de l'humilité, c'est de la force que de comprendre qu'il y a un absolu, puisque nous sommes relatifs. Je donne un exemple. J'en ai déjà parlé, mais je vous le redis. Lorsque vous regardez un film, vous savez que vous êtes le spectateur de ce film. Vous savez inconsciemment qu'il y a bien une tonne de personnes qui sont à l'origine de la création de ce film. On va parler du réalisateur. Le réalisateur va être à l'origine de ce film. Il va créer un monde, un microcosme dans lequel il va y avoir une trame, une histoire qui va être interprétée par différents protagonistes, différents personnages. Les personnages sont incarnés par
des acteurs. L'acteur sait qu'il joue un rôle. Mais le personnage ne sait pas qu'il joue un rôle. Le personnage vit sa vie à travers l'interprétation du réalisateur. C'est une façon microcosmique de comprendre le macrocosme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si nous pouvons créer des choses, c'est que nous avons été créés. Je vous parle de ça parce que, encore une fois, il n'est pas nécessaire d'adhérer à un mouvement, puisque c'est une influence, c'est une soumission. Je n'invite personne à l'agnostisme. Je dis simplement que votre façon de penser vous regarde. Ce n'est pas parce que tel maître vous aura enseigné tel enseignement, ou que vous avez lu tel ouvrage, que c'est la vérité. Seule l'expérience qui amène à la connaissance va faire de vous ce que vous êtes. Et si vous avez approfondi ceci, là, vous êtes dans la vérité. Puisqu'en fait, vous avez écouté votre vous. Vous avez réussi à dompter à travers votre esprit, votre âme. L'âme qui est le disque dur. Tout comme un ordinateur. Ça fonctionne de la même façon. Nous sommes capables de reproduire que ce que nous connaissons. Si quelqu'un peut se vanter, à juste titre, d'avoir créé l'ordinateur, comment nier le créateur de celui qui a créé l'ordinateur? La compréhension hermétique, alchimique, se soustrait à toute forme de égrégore. Vous allez, à travers certaines recherches, comprendre, à travers, dans un premier temps, votre intellect, concevoir certaines notions qui, à travers la méditation, à travers la réflexion, donc à travers le biais cérébral, intellectuel, vous allez l'imprimer tout doucement dans votre subconscient, dans l'âme. Ce qui va faire émerger en vous une conception nouvelle. Quand je dis nouvelle, il n'y a aucune prétention, hein, mes amis, là-dedans. Peut-être que pour certains, c'est déjà du réchauffé, ce que je raconte. Mais vous allez comprendre que vous pouvez être maître de vous-même. Il y a le principe de polarité. Le principe de polarité implique le fait qu'il existe une dualité en toute chose. C'est le principe de la sphère, au même titre qu'un astre. Schématiquement, on pourrait dire qu'en haut, au pôle nord, il y a le bien, et au pôle sud, il y a le mal. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a plusieurs distinctions subtiles. L'un est absolu, l'autre est absolu. Et nous sommes relatifs. Donc nous allons évoluer à travers ces deux principes, ces deux polarités. Je vais être très schématique. Je vous invite à retourner sur les anciennes vidéos, parmi les toutes premières, où j'énonçais à travers chaque vidéo les 7 principes hermétiques, avec à l'issue une conclusion. Il y a le principe de vibration. Le principe de vibration fait référence à la nature sinusoïdale, ondulatoire de toute chose. De même que les atomes observent une fréquence. Tout agit sous une fréquence. Si vous cherchez une radio, peu importe la station, lorsque vous obtenez votre radio, vous écoutez la musique, vous savez qu'elle est là. Cela ne veut pas dire pour autant que les autres fréquences ne sont pas là. Elles sont juste invisibles ou inaudibles. Vous comprenez? Vous croyez à la Wi-Fi, pourtant vous ne la voyez pas. Il y a des vérités qui se cachent dans l'invisible, mais que nous pouvons appréhender. Ce qui était blasphématoire, incroyable, impensable, il y a encore un siècle, aujourd'hui est du domaine du naturel. Si vous vous pointez avec votre dernier téléphone et que vous avez la possibilité de retourner au XVIIe siècle, je vous garantis qu'en fait, on vous aurait pris pour un magicien. Et plutôt, on vous aurait brûlé. Le principe de vibration est celui qui parle à tout le monde. Ne dit-on pas
lorsque l'on s'entend avec quelqu'un, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et c'est au sens littéral, puisque nous observons des ondes. Regardez un chat se déplacer. Vous verrez qu'en fait, il observe une sinusoïdale. Regardez les vagues. C'est poétique, mais je veux dire, on pourrait faire nos recherches et s'apercevoir que tout n'est que vibration. La lumière est une onde corpusculaire qui vibre. Tout est une question de fréquence, mais à des niveaux différents. D'un côté, nous avons les ultrasons, et de l'autre côté, nous avons les infrasons. Et entre, il y a une multitude de fréquences différentes. C'est le principe de vibration. Il y a le principe de rythme. Le principe de rythme inclut une forme de cycle. Et vous allez très vite comprendre. C'est le principe du pendule. Le va et le vient. Une action va générer une réaction. Et c'est un principe de cycle. La naissance amène à l'ascension, qui conduit à l'apogée, vers le déclin, et enfin vers la mort. Et cela recommence. D'aucunes philosophies ont tenté d'expliquer le principe de réincarnation. C'est normal, puisque selon le principe de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est un autre principe hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Veut dire que tout est de même nature, mais à des taux de vibration différents. Puisque nous sommes issus de l'univers, du même univers. Nous sommes des parties infinitésimales de l'univers. Ce qui fait que, de gré ou de force, tout ce qui est manifesté dans l'univers opère aux mêmes lois. Mais à des vibrations, à des taux de vibration différents. Il y a ensuite le principe de causalité. Le principe de causalité est l'expression de la cause et de l'effet. Chaque effet a une cause et chaque cause a un effet. Ce qui laisse très peu de place au hasard. Le hasard est un événement isolé qui ne peut se reproduire qu'une fois, qui ne peut être reproduit scientifiquement. Donc le fait de parler d'une somme de hasard est antinomique. Si nous avions des ordinateurs assez puissants pour pouvoir calculer les mouvements et toutes les forces qui interagissent dans les boules qui s'entrechoquent dans le loto, la loterie, on pourrait définir quel serait le résultat. C'est un peu le principe de la météo. La météo, c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait c'est tellement chaotique, aléatoire. Hein. Il faudrait d'ailleurs travailler à la météo. Je pense qu'en fait vous ne ferez jamais de faute grave, puisque même si vous vous trompez, bah, c'est pas très grave. Hein. Mais les forces qui s'exercent sont tellement chaotiques, sont tellement imprévisibles, puisqu'elles opèrent à une pluralité de causes, qu'il est très difficile aux ordinateurs météorologiques d'arriver à un résultat à 100% efficace. Et enfin, il y a le principe de genre. Le principe de genre définit les fonctions mâles et femelles en toute chose. Je vais descendre tout de suite au niveau atomique. Les atomes sont constitués d'un noyau atomique, de protons et d'électrons qui gravitent autour. On a coutume de dire que le noyau atomique, les protons, sont positifs et les électrons négatifs. C'est une erreur de langage. C'est même inconsciemment quelque chose de péjoratif ou de mélioratif. Mais on devrait plutôt parler de masculin et féminin. Le principe du proton va être un principe actif, puisqu'il va exercer une attraction vis-à-vis de l'électron. L'électron est l'énergie passive, féminine, qui va être en adéquation avec l'ordre donné par le proton. Si les atomes obéissent à ce principe masculin et féminin, étant donné que tout est constitué d'atomes, il est tout à fait normal de concevoir que tout a un principe masculin et féminin. Mais il obéit également au principe de polarité. Ce sont les 7 principes qui vont définir, entre guillemets, l'hermétisme. Ces axiomes sont la maîtresse clé pour appréhender toute forme de thérapie. Connais-toi toi-même. Voilà, je vous ai présenté les 7 principes hermétiques.
je vous invite de nouveau à aller revisionner les vidéos qui étaient dédiées à chaque principe. C'est primordial pour comprendre la nature véritable de l'hermétisme. Mais du coup, on peut se dire, c'est bien beau, mais moi j'ai un esprit cartésien, je me fie à la science. On n'est pas obligé d'être scientifique pour adhérer à la science. Mais la science, aujourd'hui, a un mot quasi magique. Et justement, quelle est la différence entre la science et la magie? Nous avons la science selon le principe de polarité. Nous avons la science et la magie, d'un autre côté. La science est quelque chose qui fait appel à l'intellect, donc à la logique. Et la magie, c'est là où l'âme agit. L'amour relève de la magie. Quelque chose qui était surnaturel ou paranormal, il y a encore quelques siècles, paraît tout à fait naturel et scientifique aujourd'hui, à l'instar du téléphone ou du briquet, ou d'une lampe torche, l'électricité. Le degré de connaissance, le degré de savoir, je devrais dire, dépend de la polarité, dépend de l'endroit où l'on va se placer justement dans ce principe de polarité. D'un côté la magie, de l'autre côté la science. Les deux ne peuvent-ils pas cohabiter? La véritable science est celle qui inclut la nature spirituelle, mentale et physique de l'univers. La science aujourd'hui ne s'intéresse qu'à des causes qui sont déjà dans des conséquences, puisqu'il ne s'intéresse qu'à la nature créée du tout, à savoir l'univers. Mais un lapin ne se trompera pas lorsqu'il va choisir l'herbe qu'il va brouter, parce qu'il connaît, il connaît les signatures de la nature. Il sait ce qui va être bénéfique ou néfaste pour lui. Cette notion vient de l'invisible. Il faut accepter qu'il y a des vérités qui se cachent dans l'invisible et d'autres qui sont manifestées dans le visible. À travers les vidéos que je vous présente, je vais essayer humblement de vous présenter les méthodes, une pratique pour vous permettre de vous sentir au mieux, puisque nous sommes victimes de près ou de loin, c'est assez fort, mais des influences extérieures. Comment interagir avec notre environnement si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes? Donc loin de toute forme de prosélytisme ou de, comme je vous le dis, libre à chacun de croire ce qu'il veut. Mais n'oublions pas que tout mouvement de pensée est une interprétation humaine. C'est relatif. Il existe une origine des choses. À travers certaines expériences, parce que ce n'est que l'expérience qui amène à la connaissance. Lorsque vous êtes convaincu de quelque chose, vous n'avez pas besoin de convaincre les autres. Même si vous essayez, vous comprenez que cela relève de autre chose que de l'interprétation purement mentale. L'interprétation mentale va se traduire par une pensée, d'où l'intérêt d'enrichir le vocabulaire. Plus le vocabulaire est recherché, élaboré, plus vos idées seront précises. Mais ce n'est qu'une langue qui va tenter de faire comprendre un message à une personne réceptive ou pas. Il y a plusieurs interactions là-dedans. La personne qui veut dire ce qu'elle ressent à travers la langue, déjà, ce sera biaisé, puisque ce ne sera pas la véritable interprétation de ce qu'on pense. On va tenter, tant bien que mal, de l'exprimer, tout comme je le fais maintenant. Et il y a ce message, et la personne qui va le recevoir, comment va-t-elle le recevoir? Tout ça, c'est relatif. Cela fait partie de la langue. La langue qui définit ce que nous voyons au quotidien. Si je vous dis que ceci est un livre, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que dans la langue française, on appelle ça un livre. Mais en anglais, on va dire a book. D'un point de vue phonétique, c'est complètement différent. Les deux sont dans la vérité.
Mais les deux sont dans le mensonge. Nous, francophones, nous interprétons et nous comprenons ce que nous voulons dire par livre. Mais l'anglophone qui ne parle pas français ne comprendra pas. Pourtant, ceci est bien une chose, c'est bien quelque chose. Si on devait le définir, il devrait y avoir une vérité, une véritable langue qui pourrait le définir. Et cette langue est la langue perdue, le véritable verbe, le fiat lux que l'on retrouve dans la Bible. C'est le verbe originel, à travers lequel le tout a créé l'univers. Il existe, à travers une méthode qui est la Kabbale, de retrouver une langue à travers certaines lettres. Ce sont les lettres hébraïques. C'est la langue la plus proche de la langue originelle. Étant donné que l'univers est scientifique, ces lettres obéissent à une forme scientifique de l'univers. On appelle ça la gematria, c'est-à-dire que c'est une forme de science qui attribue à chaque lettre une valeur numérique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais faire des cours sur la Kabbale. Tout ce que l'on appelle les sciences aujourd'hui, ou les pseudosciences, les parasciences, l'alchimie et la parapsychologie de la chimie. Toutes ces sciences perdues, heureusement, ne le sont pas. Et les connaissances doivent être partagées. Attention, c'est modeste quand je dis ça. J'ai juste fait un master en psychologie. Mon métier, aujourd'hui, me permet, en tant que thérapeute, me permet de me consacrer aux sciences occultes, qui sont en adéquation avec la nature de l'univers, notre passé, notre devenir. Et j'essaierai à travers les vidéos, certaines qui vous ont déjà été présentées, et celles qui vont venir, si l'univers me le permet, de vous présenter une forme de thérapie qui vous fera comprendre qu'il ne faut pas avoir peur. Tout est une question de cycle. Si le corps se recycle, la matière. Dans l'univers, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Je dirais même se transmute. Tout comme l'alchimiste essaie de transmuter la matière. C'est l'opérateur qui a une influence sur l'opération, à l'inverse du chimiste. Tout comme le spiritualiste aura une longueur d'avance par rapport au matérialiste. Puisque nous sommes matérialistes, nous avons été conçus pour ça. Nous avons un corps de matière, mais la matière et l'esprit attire. Je vais m'arrêter là, mes amis. Désolé, j'ai peut-être été long et très brouillon parce que je vous l'ai dit, c'est de l'improvisation. Et heureusement que mon gamin sera là pour le montage, Adam. J'espère que bientôt vous le retrouverez sur une autre vidéo. Je l'inclus généralement dans les lives ou dans les vidéos Les secrets du grimoire. Il y en a plusieurs en préparation. Veuillez m'excuser s'ils ne sortent pas parce que, comme tout à chacun, j'ai mes activités qui m'obligent. Mais viendront bientôt les prochains cours d'alchimie, d'ésotérisme et de Kabbale. Si l'univers me le permet, je vous présenterai bientôt une vidéo qui est un dialogue, un échange avec mon ami. Et j'espère que cela vous plaira. Il ne s'agit que d'amour, mes amis. Ce n'était qu'une brève introduction. Je pourrais en parler pendant des heures. J'essaierai de faire d'autres formats parce que j'ai lu à travers les commentaires que certaines personnes qui me suivent, d'ailleurs je vous remercie à toute la communauté, je vous embrasse, hein, sincèrement. Mon but n'est pas de faire une immense communauté, c'est pour la postérité. Je suis issu d'un milieu modeste, mais je me suis sorti les doigts de vous savez, d'où vous savez, pour depuis toujours essayer de comprendre les choses par moi-même. Et grâce au tout, merci à l'univers qui m'a permis de rencontrer certaines personnes et d'avoir accès à certaines connaissances qui m'ont fait comprendre la nature réelle des choses. J'ai à cœur de vouloir les partager. Tout le monde est différent et tout est relatif. Chacun interprétera ça à sa façon et ce sera sa vérité. Et vous pourrez zapper, hein, vous l'aurez peut-être déjà fait depuis longtemps. Mon but, ce n'est pas de faire des vues, hein, vous avez vu, hein, je ne vous demande pas de vous abonner ou de donner un like, tout ça, c'est du surfait, c'est trop relatif.
Pour toute personne, pour toutes et tous qui m'ont écouté, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bisous.